Nos trois intervenants aujourd'hui vont vous exposer leur quotidien, mais aussi leur parcours, et qui peut-être, cela permettra de susciter des vocations à l'issue de cette afterclass. Donc, j'ai l'honneur ce soir de recevoir Madame Pradey, qui est conseillère référendaire à la troisième chambre des cours, la Cour des comptes, pardon. Monsieur Guérino, qui est directeur du pôle ressources, contrôle fiscal et domaine de la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire. Et Maître Granger, qui est avocat associé au cabinet Avo Conseil du Maine-et-Loire d'Angers et titulaire de la spécialisation en droit fiscal, mais aussi bâtonnier désigné de l'Ordre des avocats du Maine-et-Loire. Alors, je vous remercie tous les trois très sincèrement de prendre le temps d'intervenir aujourd'hui virtuellement à cette afterclass, à défaut de pouvoir vous recevoir dans les locaux de la faculté. Et sans plus tarder, donc, je vais laisser la parole à Maître Granger qui va nous exposer justement son quotidien et son parcours. Je vous remercie. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager un petit PowerPoint que j'ai réalisé, quelque chose de relativement simple, vous verrez, pour pouvoir illustrer mon propos. Et je vous mets en plein écran. Voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la profession d'avocat fiscaliste. Je vais vous présenter tout d'abord mon parcours. Donc, j'ai eu un parcours universitaire, somme toute assez classique. Pour moi, c'était à Poitiers. J'ai eu, alors à l'époque, ça s'appelait pas encore master, mais une maîtrise et ensuite un DESS, DJCE, diplôme de juriste conseil d'entreprise. Ensuite, un DEA de droit privé qui m'a permis ensuite d'intégrer l'école d'avocat. Et après, j'ai fait plusieurs cabinets. J'ai commencé mon activité professionnelle au cabinet Fidal à Cholet. Ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années jusqu'en 2011 au cabinet Lescat dans le département de droit fiscal. Et fin 2011, je suis arrivé au cabinet Avo Conseil. Alors souvent, on peut avoir l'idée que l'avocat fiscaliste, c'est un avocat conseil qui n'a pas beaucoup de relations avec ses autres confrères. Ça peut être une certaine réalité. Moi, j'ai jamais voulu m'enfermer dans cette logique-là. C'est la raison pour laquelle très tôt, je me suis investi auprès des confrères en tant que membre du Conseil de l'Ordre, administrateur CARPA. Et là, j'ai été désigné comme étant le prochain bâtonnier à partir du 1er janvier 2022, donc 2022-2023. Preuve, s'il en a été qu'un fiscaliste, même si on n'est pas aussi souvent aux tribunaux, dans les tribunaux que les avocats, on va dire, traditionnels, ben on peut s'investir pour les confrères et on n'est pas complètement étranger à la vie des avocats. Donc ça, c'est un élément assez important que je souhaitais signaler. Au niveau des conditions d'accès à la profession d'avocat fiscaliste, il faut d'abord pour cela être un avocat. Donc c'est les conditions classiques pour être avocat, c'est-à-dire que vous devez avoir soit une maîtrise ou maintenant un master 1, un master 2, il y a des exonérations spécifiques pour les doctorants. Pour passer un concours d'entrée à l'école d'avocat, très souvent, il est suggéré de faire une préparation dans l'IEJ afin de préparer le concours d'entrée. Une fois que vous aurez bien travaillé, que vous aurez la chance d'intégrer, vous allez avoir un cursus sur 18 mois, 6 mois de cours fondamentaux à l'école d'avocat. Donc, pour ceux qui sont à Angers, c'est soit Poitiers, soit Rennes, pour faire simple. Donc, 6 mois de cours. Ensuite, vous avez un stage PPI de 6 mois. Pour faire simple, il faut que ça soit un stage hors que un stage dans un cabinet d'avocat, expertise comptable, dans des sociétés de conseil ou n'importe quelle autre entité dès lors que ce n'est pas un cabinet d'avocat. Et enfin, vous avez un stage classique d'avocat dans un cabinet d'avocat. Et ensuite, vous devez donner un rapport de stage et vous avez vos examens de sortie. Pour être avocat fiscaliste, en soi, il n'y a pas besoin d'un diplôme. N'importe quel avocat peut se dire fiscaliste et vouloir traiter la matière. Alors après, c'est juste des considérations de ne pas être complètement irraisonnable.
La matière fiscale n'est pas aisée et on ne va pas se lancer dedans, sauf à vouloir absolument engager sa responsabilité dès la première année. Mais en tant que tel, il n'y a pas nécessité d'avoir un diplôme particulier pour se dire je suis avocat fiscaliste. C'est soit certaines formations ou aussi une appétence particulière pour la fiscalité. Il y a simplement le titre de spécialisation. Donc moi, je suis avocat spécialiste en droit fiscal et droit douanier. Ça, c'est protégé parce que c'est sanctionné par un examen. Moi, j'ai eu sous l'ancienne version, on avait un examen. Maintenant, c'est un peu différent. C'est sur dossier. L'avocat fiscaliste, qu'est-ce qu'il va faire comme activité? Finalement, il a, si on essaye de schématiser, deux natures d'activité. Une activité de conseil et une activité qu'on pourrait appeler de juridictionnelle. L'activité de conseil va s'adresser tout d'abord à la fois auprès des entreprises, auprès des particuliers. Donc lorsqu'on va viser les entreprises, ça va être à la fois pour les assister, par exemple, dans la période d'arrêté des comptes. Nous sommes en ce moment en pleine dans la période d'arrêté des comptes. Moi, j'ai plusieurs groupes de sociétés où j'interviens spécifiquement sur toutes les questions d'intégration fiscale et de validation des liasses fiscales. Donc ça, c'est une activité de conseil en lien avec les experts comptables, les comptables internes, les commissaires aux comptes. Lorsqu'on est en conseil auprès d'entreprises, on intervient aussi pour tout ce qui peut être question de restructuration, les audits de pré-acquisition. C'est une entreprise qui veut racheter une autre en se disant bah, moi j'aimerais bien savoir si j'ai des risques potentiels en domaine de la fiscalité. Eh bien on va aller auditer les comptes de la même façon qu'un dirigeant qui souhaiterait filialiser, restructurer. Eh bien on va pouvoir intervenir afin de pouvoir l'alerter sur soit les zones de risque, soit les optimisations possibles, les subtilités potentielles. Par exemple, ça peut être, si vous faites telle restructuration, attention, il peut avoir une incidence sur le calcul de la participation pour les salariés. On a aussi donc tout un rôle de sécurisation de l'activité de la société du point de vue fiscal pour s'assurer que lorsqu'elle va faire telle ou telle activité, est-ce qu'elle remplit bien les critères de tel dispositif fiscal, est-ce que la TVA elle est dans les clous, etc. Donc on a ce rôle de sécurisation. On peut aussi examiner tout ce qui concerne les valeurs locatives, c'est-à-dire les bases taxables pour la taxe foncière et la CFE. Autre partie, donc après les entreprises, les avocats fiscalistes interviennent aussi de manière régulière auprès des particuliers. Donc on intervient, et là ça va bientôt commencer, pour tout ce qui va être les déclarations d'impôt sur le revenu. Avant il y avait les ISF, maintenant c'est l'impôt sur la fortune immobilière. On va donc aider les contribuables à faire des choix sur la déductibilité ou non de certains travaux dans les revenus fonciers, les aider à simplement bien déclarer les revenus. Je sais que régulièrement, j'ai des clients qui viennent parce qu'ils ont fait l'objet de contrôles de la part de l'administration fiscale. Ils se disent, bon, bah, maintenant, moi, j'ai passé l'âge où je n'ai plus le temps de m'en occuper, je vois que je fais des bêtises. Je préfère vous le confier et je sais que ça sera bien fait et ça nous permet, nous, d'être en relation directement avec l'administration pour répondre à leurs questions et surtout pour pouvoir anticiper les interrogations de l'administration, parce qu'on sait les points qui veulent être amenés à vérifier. Dans ce rôle de conseil, l'avocat a aussi la possibilité d'aider à la fois les entreprises et les particuliers à faire ce qu'on appelle des demandes de rescrit. On peut se retrouver dans des situations où, de bonne foi, on se pose des questions sur l'application de telle ou telle norme, parce que c'est assez compliqué. L'administration elle-même, des fois, ne sait pas exactement. Donc, pour ne pas prendre de risques, on peut aller demander officiellement à l'administration de prendre position sur une question de droit, sur une question de fait. Et là, on peut accompagner à la fois les entreprises et les particuliers pour toujours sécuriser l'opération, le montage qui serait potentiellement envisagé. L'autre branche de l'activité de l'avocat fiscaliste, ça va être l'activité juridictionnelle. Donc là, l'avocat fiscaliste va intervenir dans le cadre des contrôles fiscaux qui sont diligentés par l'administration fiscale
tant vis-à-vis des entreprises que vis-à-vis des particuliers. Donc là, ça va être très très large parce que on va avoir des questions sur de l'impôt sur les sociétés, sur de la TVA. On va avoir des dossiers, par exemple, d'établissement stable. Est-ce que telle entreprise a bien déclaré ses impôts en France? On va pouvoir gérer des questions de perquisition fiscale, des questions de actes anormal de gestion, etc., etc. Donc là, c'est quelque chose qui est très varié. Qui est très intéressant parce que bon, bah, c'est un peu on va dire l'essence même de l'avocat qui va être là pour défendre les intérêts de l'entreprise. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est cette relation qu'on peut avoir avec le chef d'entreprise, parce que le rôle de l'avocat va être justement de montrer quel est l'intérêt de l'entreprise qui est parfois distinct de l'intérêt personnel du dirigeant ou en tout cas l'intérêt qu'il peut en avoir lui à court terme. Donc, il y a cette partie un peu de négociation des fois avec son client avant même de pouvoir aller négocier quoi que ce soit avec l'administration fiscale. On a aussi des contentieux, bien évidemment, vis-à-vis pour les particuliers, lorsqu'il est redressé à l'impôt sur le revenu ou des cas, par exemple, de déclaration de succession ou autre. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'avocat va majoritairement intervenir devant l'ordre administratif, c'est-à-dire les tribunaux administratifs, mais il peut être aussi amené à intervenir en matière dans l'ordre judiciaire, devant le tribunal judiciaire pour tout ce qui va être les droits d'enregistrement, les droits de succession. Donc c'est pas une seule matière avec une seule procédure, on a plusieurs procédures, plusieurs spécificités, et c'est ça qui fait la richesse vraiment de l'activité. Enfin, j'ai mis un point qui me paraît aussi absolument indispensable, et lorsqu'on est étudiant, on n'a pas souvent cette approche, c'est que l'avocat est aussi un chef d'entreprise. Et ça, je pense, c'est très important puisque en tant que chef d'entreprise, eh ben, il faudra que vous ayez des réflexes de gestion, des réflexes aussi de bonne tenue de la comptabilité. Alors, vous êtes normalement aidé parce que la comptabilité, c'est quelque chose qui doit être complètement acquis parce que ça arrive encore régulièrement. Je donne des leçons de comptabilité à des experts comptables ou des commissaires aux comptes. Donc, pour ma propre comptabilité, ça, j'y arrive. Mais aussi tout ce qui va être gestion managériale, la gestion des collaborateurs, des assistantes. À mon titre personnel, j'avais reçu aucune formation pendant mon cursus. Et ça, maintenant, si c'est possible, suivez des cours parce que c'est très important. Ne perdez pas de vue qu'une fois que vous serez installé, l'avocat est aussi, comme n'importe quel autre professionnel, un chef d'entreprise et c'est une composante importante. Alors, comment se déroule une journée type d'un avocat fiscaliste? Ben, généralement, on commence la journée en faisant un point avec son équipe sur qu'est-ce qui a pu être terminé la veille, qu'est-ce qui reste à voir, la liste des dossiers et on va essayer de dérouler l'ensemble des tâches de la journée, se donner des créneaux horaires pour pouvoir travailler sur tel ou tel dossier, se donner des créneaux pour appeler les clients, traiter les mails. Alors là, c'est pas uniquement propre à l'activité des avocats, mais c'est vrai que maintenant, on croule sous les mails. Donc, il ne faut pas se laisser déborder, pouvoir les traiter de manière efficace, tout en se ménageant des temps, justement, pour pouvoir travailler sur les fonds du dossier. Et là, ensuite, l'avantage de l'activité d'avocat fiscaliste, c'est que ça va être très varié. Vous allez, par exemple, un matin travailler sur un dossier d'une consultation fiscale, d'une restructuration patrimoniale, et l'après-midi, vous allez travailler sur un contentieux fiscal qui va porter, par exemple, sur de l'abus de droit, sur l'acte anormal de gestion, mettre au point une stratégie avec le client, être en relation avec l'administration fiscale pour des fois se dire est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente parce que si c'est avoir raison dans 15 ans, l'avocat sera peut-être content, mais le client, pendant ce temps-là, il aura eu 15 ans de procédure. Donc, est-ce qu'il n'a pas intérêt peut-être à faire des concessions et l'administration peut, dans le cadre de transactions, accepter ces concessions mutuelles avec une transaction. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous n'avez pas de monotonie. Ce n'est pas une
question qui va revenir sans cesse. Alors, je mets un tout petit peu d'eau dans mon moulin, c'est-à-dire que si vous souhaitez absolument aller travailler dans les très gros cabinets parisiens, vous allez probablement être le référent de la TVA intracommunautaire sur les bicyclettes, mais à côté de ça, vous ne serez plus faire une déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, oui, les très gros cabinets parisiens, c'est prestigieux, c'est très intéressant, mais attention, vous allez être hyper spécialisé et peut-être avec une difficulté de sortir de cette spécialisation. Moi, pour mon cas, j'ai toujours travaillé dans les cabinets de province, j'ai toujours voulu. Ça m'a permis d'avoir un panel de dossiers et de questions de droit très variés, ce qui fait que finalement, on s'en lasse pas, parce que on aura très rarement deux fois le même dossier, ou si on l'a, ça sera suffisamment éloigné. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre comme qualité pour un avocat fiscaliste? Il faut tout d'abord qu'un avocat fiscaliste ait des connaissances transversales importantes dans toutes les matières juridiques. Je parlais tout à l'heure d'une restructuration patrimoniale. Eh bien, tout ce qui va être régime matrimoniaux, les successions, il faut absolument les connaître parce que si vous oubliez qu'il y a des rapports à succession ou des quotités disponibles ou des rapports, vous allez passer à côté d'un montage, ça ne fonctionnera pas. Le droit fiscal est très souvent aussi qu'une application de règles juridiques, de droit commercial, de droit civil. Donc, il est vraiment important, avant même d'avoir connaissance de droit fiscal, d'apprendre toutes les autres matières pour avoir cette vue transversale. Alors, on ne vous demande pas d'être spécialiste de toutes les matières, mais d'avoir cette connaissance transversale de toutes les matières. Il y a une mémoire qui est importante, ça faut pas s'en cacher, puisque vous allez aborder des questions à la fois d'impôt sur le revenu, mais dans l'impôt sur le revenu, les règles sont différentes lorsqu'on est dans des BNC, des BIC, des revenus fonciers. À l'IS, c'est encore différent, de la TVA, etc. Et surtout, le législateur, même si c'est un petit peu calmé ces dernières années, a cette surprise de fin d'année qui est de régulièrement vous changer les règles de droit. Donc, il faut pouvoir savoir qu'à telle époque, la règle était celle-ci et que maintenant, ça a été changé. Donc, oui, une mémoire importante nécessaire. De même, la connaissance de la comptabilité, ça c'est indispensable, puisque lorsque vous allez traiter les dossiers pour des entreprises, on va d'abord travailler sur la comptabilité. D'ailleurs, l'administration, lorsqu'elle vient vérifier une entreprise, elle fait bien une vérification de la comptabilité de l'entreprise, preuve que les règles comptables sont absolument indispensables. Donc, si on n'a pas compris les mécanismes de la comptabilité, on rate une énorme partie de l'activité d'avocat fiscaliste. Nécessité aussi d'avoir une capacité de synthèse, c'est-à-dire que vous devez essayer, dans la mesure du possible, de rendre compréhensibles des règles qui ne sont pas spécifiquement de prime abord. Donc là, c'est vous qui devez expliquer à votre client les dispositions, mais faire en sorte qu'il comprenne vraiment, qu'il puisse faire son choix en connaissance de cause. Également, je pense que l'avocat fiscaliste doit être capable de négociation. Alors après, il y a différents types de profils d'avocats fiscalistes. Certains seront un peu plus offensifs que d'autres. Pour ma part, moi, je suis plus dans une position un peu plus nuancée, ne serait-ce que les statistiques, faut pas se cacher. De mémoire, je crois que devant le tribunal administratif, plus de 80% des dossiers qui sont soumis au tribunal administratif sont gagnés par l'administration fiscale. Donc, preuve qu'il y a quand même beaucoup de situations où l'administration a raison. Donc, c'est là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Savoir expliquer que l'intérêt de l'entreprise n'est pas forcément l'intérêt du dirigeant, lui expliquer dans telle situation, il a peut-être intérêt à négocier ou pas. Donc, en tout cas, savoir négocier avec l'administration, c'est un élément qui est important. Et enfin, donc, savoir être souple et s'adapter à l'évolution des textes. Et aussi, mais ça, c'est un peu un mal qui grandit dans toutes les professions, la gestion du stress, parce que maintenant, les clients mettent de la pression, on est saisi tardivement, faut aller vite, etc., etc.
Donc, voilà moi ce que je pouvais dire de prime abord sur les, on va dire, l'activité d'avocat fiscaliste. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est extrêmement varié. Vous n'arrêtez pas de voir des choses différentes. En ce moment, j'ai des questions de revenus fonciers, j'ai des questions d'abus de droit, j'ai des questions de restructuration patrimoniale. Je suis en train de finir des intégrations fiscales. Bref, il n'y a pas une grande monotonie, et même lorsqu'on va être dans la période fiscale, déclaration d'impôt sur le revenu, eh ben, chaque dossier est très différent. Donc, on s'ennuie pas et surtout, ben, on voit des chefs d'entreprise, des parcours de vie qui sont absolument incroyables. Ben, ça, des fois, ça fait presque un peu rêver. Donc, c'est une activité qui est bien. Alors, comme je disais, lorsqu'on parlait pour préparer un peu cette réunion, c'est vrai que le côté avocat fiscaliste est peut-être un peu moins flamboyant que peut l'être, par exemple, un avocat pénaliste. Moi, ma hantise en soirée, c'est d'être à côté d'un avocat pénaliste parce que eux pourront raconter des dossiers absolument horribles et des blagues qu'ils ont entendues dans les tribunaux pendant des heures et des heures. Nous, les dossiers sont un petit peu plus terre à terre et on a quelques dossiers un peu croustillants, mais on tient un quart d'heure, pas plus. Voilà. Donc, il faut le savoir. Vous n'aurez pas votre lot d'histoires à raconter en suivant cette voie d'avocat fiscaliste. Merci. Je voulais savoir contentieux judiciaire et conseil dans votre... La répartition entre judiciaire et on est entre 60 et 70% d'activité de conseil et le solde étant de conseil, de contentieux. Sachant que c'est quelque chose qui est extrêmement varié parce que l'avocat fiscaliste va intervenir dans les dossiers pour une entreprise qui suit. Mais bon, toutes les entreprises ne sont pas contrôlées tous les ans. Donc après, ça va être du bouche à oreille, ça va être des prescriptions d'autres avocats, des experts comptables. Donc c'est pour ça, ça peut varier, mais c'est majoritairement quand même une activité de conseil. Je vous remercie. Peut-être Monsieur Guillot, on va vous laisser la parole pour que vous nous présentiez votre activité et votre parcours. Mais bonjour à tous, donc Patrice Guérenou, donc je suis administrateur des finances publiques à la direction départementale donc de Maine-et-Loire. J'ai suivi un parcours sur lequel j'insisterai pas très longtemps, un parcours classique, juridique, licence en droit, maîtrise de droit privé, et puis un DEA de droit social qui m'a pas franchement préparé aux fonctions que j'exerce actuellement, mais qui m'a donné à l'époque une culture générale, en tout cas dans un domaine qui était très intéressante. Donc désormais, je suis en poste donc aux finances publiques à Angers. Je vais vous parler rapidement donc de mon cursus, des missions que j'ai eues, de ma carrière. Ensuite, j'en viendrai peut-être plus dans le détail sur les différents métiers existants au sein de la DGFiP, parce qu'il y a beaucoup de métiers différents et j'insisterai un peu là-dessus, sur les possibilités de mission qu'on trouve au fil des grades que l'on franchit, au fil de la progression de carrière. Voilà, donc voilà comment je compte un peu structurer ma présentation. Donc voilà, quoi vous dire. J'ai travaillé moi pour ma part dans différents domaines d'activité et après je reviendrai plus. Donc comme je vous le disais, à l'origine c'était au sein de la DGI, Direction Générale des Impôts, qui est devenue Direction Générale des Finances Publiques en 2008. J'ai travaillé donc dans des services juridiques comme rédacteur. J'ai travaillé dans le contrôle fiscal des entreprises comme inspecteur puis chef de service. J'ai fait de l'audit interne de service. J'ai été chef de service ensuite dans un centre des impôts, on appelle ça maintenant un service des impôts des particuliers. Et puis j'ai eu des fonctions de direction dans différents domaines aussi. Tout ça serait long à énumérer, mais globalement j'ai changé de métier, de poste tous les 4 ans. Donc vous voyez, l'évolution est quand même régulière dès lors qu'on est dans cette perspective de changement de poste et de progression au sein de cette administration. Alors, sur le premier point que je voulais aborder, ce sont les missions de la DGFiP. Donc, le PowerPoint que j'ai préparé est un PowerPoint très succinct. Il comporte simplement les titres.
Donc sur les missions, donc je vous le disais, la DGFiP est issue de deux réseaux, la Direction générale des impôts et la Direction générale de la comptabilité publique, donc qui ont fusionné. On retrouve maintenant dans ces deux administrations, bien évidemment, les deux composantes, avec des métiers qui se rattachent à la gestion fiscale, des métiers donc, qui sont exercés dans le domaine de la fiscalité des particuliers, l'établissement des impôts, le contrôle des impôts, le contentieux également. Donc tout ce qui fait la fiscalité des particuliers avec l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation en voie de disparition, le prélèvement à la source. Voilà les grands domaines fiscaux de la fiscalité des particuliers. Autre domaine, c'est la fiscalité des professionnels, avec les impôts des entreprises, TVA, impôts sur les sociétés, pour les entreprises qui sont soumises. On a également au sein de la DGFiP des missions cadastrales et foncières un peu moins connues, la tenue du plan, et puis pour faire simple, le calcul, la détermination des impôts locaux. Et puis il y a également les missions de la publicité foncière, avec l'enregistrement et la publicité des actes portant sur les biens immobiliers, toutes opérations qui se font en lien avec le notariat. Du côté des missions de la gestion publique, c'est en gros le contrôle de la production et de la qualité des comptes de l'État, donc qui est assuré par la DGFiP, et puis également la gestion financière et comptable des collectivités territoriales. Donc de manière plus simple, c'est quoi? Ce sont toutes les activités de recouvrement et de paiement des dépenses des collectivités locales et la tenue de la comptabilité qui va avec. Et ça, historiquement, c'était donc la comptabilité publique. Et désormais, ce sont des missions donc assurées au sein de la Direction générale des finances publiques, au même titre que les missions fiscales. La DGFiP a aussi un rôle qui est un peu moins connu auprès des préfets, des acteurs économiques locaux, qui est un rôle de soutien à l'économie, notamment l'octroi de plans, de règlements de dette fiscale, des dispositifs également de prévention et de soutien aux entreprises en difficulté. Et puis, on a eu également un rôle important dans cette veine-là, dans la phase de crise sanitaire, pour le versement du fonds de solidarité aux entreprises. L'enjeu financier était très important. Alors, il était faible unitairement au départ et il est devenu plus important par la suite. Au tout début, c'était 1 500 € par mois au début du dispositif, puis 10 000 € par mois maximum pour les entreprises. Et maintenant, pour les grands groupes, on va jusqu'à 200 000 € par mois. Donc, ce sont des sommes qui sont versées aux entreprises pour compenser leur perte de recettes dans le cadre de la crise sanitaire. Et c'est la DGFiP qui a pris en charge cette mission, avec une certaine réactivité qui était nécessaire, qui était exigée, parce qu'il en allait de la santé financière des entreprises, et il en va encore de la santé financière des entreprises. Les métiers qu'on peut exercer comme inspecteur des finances publiques, dans la sphère de la gestion publique, ce sont des métiers d'adjoint en trésorerie ou dans un service de gestion comptable, donc des métiers d'encadrement de petites équipes chargées des dépenses des collectivités locales, chargées du recouvrement des recettes des collectivités locales, chargées de la tenue de la comptabilité. Ça, c'est la mission d'un inspecteur des finances publiques dans ces services. Il y a un nouveau métier qui vient d'apparaître, qui est le métier de conseiller aux décideurs locaux. En fait, c'est un démembrement de l'ancien rôle de trésorier. Il s'agit de fournir des conseils adaptés et personnalisés au profit des élus locaux, au profit donc des élus, des maires, de l'ensemble de la chaîne des élus. Ce sont des conseils d'ordre financier, fiscaux, budgétaires, comptables, qui permettent aux élus, notamment dans les plus petites communes, d'avoir une aide pour le pilotage et pour la prise de décision de leur collectivité. Dans la sphère fiscale, l'inspecteur des finances publiques peut être affecté à des missions d'encadrement d'équipe dans les services des impôts des particuliers, dans les services des impôts des entreprises, dans le domaine de la publicité foncière, etc. Il peut aussi être chargé de métier dans le domaine en charge du contrôle. Et je vais faire un petit focus d'ailleurs là-dessus. Il y a différents services de contrôle au sein de la DGFiP. Les plus connus, je pense, ce sont les brigades de vérification. Ce sont des brigades dont les vérificateurs interviennent dans les entreprises. Là, on fait un petit peu écho, c'est l'autre versant, si vous voulez, de ce qu'expliquait Maître Granger tout à l'heure. Le vérificateur intervient dans l'entreprise pour examiner la comptabilité, les pièces justificatives et surtout regarder l'application de la législation fiscale et le calcul et la détermination des impôts.
Donc cette mission de vérification, elle est exercée dans tous les départements. Elle est exercée également pour les entreprises de taille plus importante à un niveau interrégional et au niveau national. Au niveau national, c'est la direction des vérifications nationales et internationales qui se charge de la vérification des grands groupes, et ce sont des inspecteurs des finances publiques qui ont en charge cette mission. On a aussi tout un travail dans la sphère du contrôle fiscal qui est un travail de recherche. Il s'agit de rechercher des renseignements en lien avec d'autres administrations, la police, la gendarmerie, le parquet également, d'autres administrations comme l'URSSAF. Il s'agit ici de rechercher des preuves, enfin, de rechercher de la fraude, de mettre en évidence de la fraude, et ces dossiers sont dans un second temps envoyés, donc communiqués aux vérificateurs qui, eux, vont aller sur place dans les entreprises faire les vérifications. Les services de recherche interviennent dans les entreprises également, mais simplement pour faire des constats qui seront utilisés par la suite, notamment dans le cadre, alors ils interviennent dans le cadre notamment du droit d'enquête, et les constats qu'ils effectuent seront utilisés ensuite dans les vérifications de comptabilité conduites par les brigades de vérification. Et puis on a d'autres services de contrôle qui opèrent des contrôles plus du bureau, soit sur les entreprises, soit sur les particuliers, notamment dans le domaine patrimonial, pour s'assurer qu'on a globalement, je dirais, une correspondance entre les revenus perçus par les usagers et le patrimoine qui est connu. Et lorsque ce n'est pas le cas, bien évidemment, on fait des recherches pour expliquer tout ça, et avec, bien évidemment, toujours dans cette perspective de rappels fiscaux. Le contrôle fiscal, et je voulais insister un petit peu là-dessus, c'est un domaine qui a fortement évolué les dernières années, après avoir été assez longtemps finalement assez stable. Sur le plan législatif, tout d'abord, on a une approche qui est duale, une approche donc tout d'abord globalement qui vise à différencier les contribuables selon qu'ils sont ou non de bonne foi. Pour les contribuables de bonne foi, on s'attache à mettre en œuvre la loi ESSOC, la loi pour un État au service d'une société de confiance, qui a été votée en 2018, qui se décline de différentes façons. On cherche dans ce cadre-là à faciliter les régularisations en limitant les pénalités. L'objectif globalement, c'est de simplifier la vie de l'usager, c'est de lui donner confiance dans l'administration tout en régularisant sa situation. Il y a des dispositifs concrets pour ça. Il y a tout d'abord un dispositif de garantie fiscale qui s'applique aux entreprises vérifiées dans le cadre des contrôles sur place. Ça consiste pour l'administration en gros, à prendre position sur des points qu'on a contrôlés, qui n'ont pas donné lieu à des rappels, et en quelque sorte, on s'engage à ne plus y revenir pendant la période au cours desquelles, sur les mêmes exercices, donc pendant la période au cours desquelles on pourrait recommencer les contrôles. Il y a d'autres dispositifs également. On essaie de favoriser la transaction, également la conclusion apaisée des contrôles, en réduisant les pénalités pour avoir une acceptation plus rapide des usagers. Donc, ce sont des dispositifs qui sont issus de la loi ESSOC, qui ont véritablement pour objet d'avoir des relations pacifiées avec les usagers, tout en permettant la régularisation des situations et le paiement des droits qui sont dus. Et puis, c'est un petit peu l'autre jambe. On met en œuvre la loi de lutte contre la fraude, qui est également une loi de 2018. Et là, on se positionne clairement dans une démarche de sanction plus forte de comportements les plus frauduleux. On a des dossiers de fraude intéressants qui mettent en jeu des schémas d'optimisation avec des sociétés interposées en France et à l'étranger. On a des dossiers comme ça, y compris en Maine-et-Loire, on en rencontre. Donc le rôle du vérificateur, c'est de démêler tout ça et puis de rétablir les impôts dus. Plus près de chez nous, on a ce qu'on appelle, plus près de chez nous, de manière peut-être plus fréquente, on a également ce qu'on appelle la fraude de quartier. Ce sont des entreprises de taille petite ou moyenne qui ne déclarent pas forcément l'ensemble de leurs recettes. Donc le travail de l'inspecteur, du vérificateur, c'est d'aller dans l'entreprise, démontrer tout d'abord que la comptabilité n'est pas tenue de manière sincère et probante. Donc c'est d'abord une mise en cause de la comptabilité. Et quand ça c'est obtenu, eh bien, de reconstituer le chiffre d'affaires réellement perçu par l'entreprise. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on a à peu près systématiquement en face de nous des conseils, des avocats. Donc, c'est ce que disait Maître Granger tout à l'heure. Il y a un échange entre l'administration et l'avocat fiscaliste
sur ce type de dossier, comme sur les dossiers que j'ai évoqués auparavant, hein, qui sont des dossiers avec des rappels de nature plus juridique. On a des échanges et puis l'objet de ces échanges, finalement, c'est de fiabiliser la position des uns et des autres, d'arriver à une position satisfaisante, un résultat satisfaisant. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, il y a toujours pour l'usager, si les rappels sont maintenus, la possibilité d'aller devant les juridictions pour faire valoir ses droits. Ces dossiers donnent lieu généralement, hein, pour ceux dans lesquels on a des fraudes importantes, donnent lieu à l'application de majorations sur lesquelles on peut transiger, on l'a dit, mais l'objectif c'est une finalité répressive, c'est une finalité dissuasive également, c'est faire en sorte que l'entreprise entre dans des comportements plus vertueux et que lorsqu'on la retrouvera quelques années plus tard, on n'aura plus le même type de situation rencontrée au moment des contrôles. Je disais qu'il y avait une évolution sur le plan de la législation, avec la mise en œuvre de la loi ESSOC, la mise en œuvre de la loi de lutte contre la fraude. On a également une évolution du point de vue des méthodes de programmation, avec un recours de plus en plus grand à l'intelligence artificielle et au data mining. Le data mining, ce sont des techniques d'analyse des données volumineuses. Donc une équipe a été constituée à Bercy avec des fiscalistes et des informaticiens. L'objectif de cette équipe, c'est de déterminer des méthodes pour rapprocher le plus possible l'ensemble des données dont disposent les administrations, et en premier lieu la DGFiP, faire en sorte que ces données communiquent entre elles et qu'on puisse en déduire des informations sur le civisme des usagers ou au contraire le risque de fraude et donc le déclenchement pour nous d'opérations de contrôle fiscal qui en résulteraient. On avait par exemple, pour vous donner un exemple, jusqu'à présent des données des déclarations d'impôt sur le revenu. Ces données figurent dans des applications informatiques qui permettent de gérer cet impôt. Et puis les actes de vente, de donation d'immeubles, de biens meubles, tous ces actes en lien notamment avec les services de publicité foncière dont je parlais tout à l'heure, ces actes, eux, figuraient dans d'autres applications. Il n'y avait pas forcément de communication entre eux, ce qui fait que quand on veut rapprocher les données de revenus et de patrimoine dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, c'était tout un travail qui incombait aux agents en charge de ces contrôles. On a maintenant, avec l'orientation qui est donnée d'aller vers ces programmes de data mining et d'intelligence artificielle, la possibilité de rapprocher les données, notamment ces données internes, et puis de donner aux inspecteurs et aux vérificateurs un travail qui est plus un travail intellectuel, d'analyse, à partir de rapprochements qui sont déjà faits. En fait, l'objectif, c'est ça, c'est de gagner du temps, d'effectuer tous les rapprochements qu'on peut sur le plan informatique, et puis dans un second temps, de réaliser l'analyse en interne au sein de la DGFiP, et à partir de là, de faire des redressements, des rappels quand il y a lieu d'en faire. C'est aussi un gain, bien évidemment, en termes budgétaires, hein, ce programme de data mining et d'intelligence artificielle, parce qu'il y avait une partie des travaux qui étaient effectués par les agents en direct, qui ne le sera plus. Donc, on garde véritablement les travaux à plus forte valeur ajoutée. On va garder ces travaux-là. Je dis on va garder, j'en parle au pluriel, parce que tout ça se met en place peu à peu. On n'est pas au bout du dispositif. Il y a eu des progrès. On reçoit donc des listes de programmation issues du data mining qui sont, je dirais, en cours de fiabilisation. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent un petit peu moins bien, mais c'est une démarche qui est en cours. L'idée, c'est aussi d'aller chercher des informations à l'extérieur. Vous avez peut-être entendu parler il y a 1 an ou 2, alors peut-être 2 ans maintenant, c'était à l'époque où Gérald Darmanin était ministre du budget, de la recherche d'informations sur des programmes comme Facebook. Donc là, le programme vise à récupérer des informations extérieures qu'on pourrait rapprocher des données possédées par la DGFiP. Et ce rapprochement-là peut aussi nous donner des pistes de rappel, des pistes de contrôle. Voilà, donc depuis 2017, cette mission qui s'appelle Mission Requête Valorisation, la MRV, qui dispose d'un programme de quelques millions d'euros, travaille en ce sens et vient appuyer nos travaux. Donc c'était une manière d'illustrer l'évolution de l'administration qui n'est plus sur ces modes de fonctionnement antérieurs. Tout ça bouge vite, les métiers évoluent rapidement du coup, et il faut donc une certaine adaptabilité quand on s'engage au sein de l'administration fiscale, avec bien sûr le socle de connaissances qui va avec,
mais aussi une capacité, une volonté de bouger, d'évoluer dans son travail. On sait que le travail qu'on fait en entrant dans cette administration ne sera pas du tout celui qu'on fera 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Et puis, bien sûr, c'est une nécessité pour l'administration d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour, là aussi, être le plus performant possible et puis faire les rappels qui doivent être effectués. Quelques mots sur les modalités d'accès au métier d'inspecteur des finances publiques. Alors, j'ai mis sur le PowerPoint en dernière page un lien vers le site du ministère donc de l'économie, avec toute une page sur le recrutement des inspecteurs des finances publiques. Vous avez dessus les dates des concours. Pour 2021, le début des inscriptions, c'est en mai, le 4 mai, et la fin des inscriptions, c'est le 4 juin. Les épreuves écrites, c'est les 14 et 15 septembre. Les résultats d'admissibilité le 20 novembre. Et puis ensuite, il y a des épreuves orales et puis des résultats d'admission qui sont attendus en février 2021. Ça, c'était le concours 2020, pardon. J'aurais dû vous donner celui de 2022, pardon, avec un début des inscriptions le 6 septembre 2021, une fin des inscriptions le 6 octobre, des épreuves écrites les 8 et 9 novembre, et des résultats ensuite qui s'échelonnent entre janvier et mars 2022. Voilà, excusez-moi d'avoir parlé du concours 2021 qui n'est pas d'intérêt ici, si ce n'est pour ceux qui attendent le résultat et même qu'ils ont dû avoir dernièrement. Ce concours, ce site internet vous donne un certain nombre d'éléments également sur les épreuves à préparer, qui sont des épreuves très en lien avec ce qui est fait à la fac, hein, aussi bien en fac d'éco, de droit que de mathématiques. Vous avez le programme hein, qui est présenté et les épreuves ne sont pas décalées par rapport à ces programmes. On y va véritablement avec son socle de connaissances de niveau donc de licence. Il y a aussi la possibilité de faire le concours de contrôleur qui est de niveau bac. Donc vous avez également toute une page sur ce concours qui est un concours qu'on peut passer également quand on a la licence, notamment si on l'a pas eu, si on n'a pas eu le concours d'inspecteur de l'année précédente. C'est une possibilité. Il ne faut pas se réfréner. Hein, on peut passer plusieurs concours et puis voir celui qu'on obtient et ensuite, bien évidemment, faire le choix. Qu'est-ce que je peux mettre en avant de plus pour vous donner envie d'aller vers la DGFiP? Tout d'abord, la diversité des métiers, j'en ai évoqué un certain nombre. Il y a également la diversité du métier lui-même quand on l'exerce. Maître Granger parlait tout à l'heure de la diversité des situations fiscales qu'il rencontre. C'est exactement la même chose au sein de la DGFiP et c'est la même diversité de situations rencontrées. On peut parler également de conditions de travail en évolution, avec le télétravail notamment. Qui évolue fortement hein, au sein de l'administration, comme dans l'ensemble du monde du travail d'ailleurs. Au début de la crise, en mars 2000, je ne dis pas de bêtises, en mars 2020, on avait moins de 10% d'agents équipés pour le télétravail à la DGFiP. Depuis un an, on est passé désormais à plus de 60% de télétravailleurs. C'est le cas en tout cas au sein de notre direction. 50 000 ordinateurs ont été achetés au cours de l'année. Alors bien sûr, le télétravail, la crise sanitaire a poussé à ce développement du télétravail pour limiter les interactions hein, dans les transports, sur le lieu de travail au bureau. Mais on prépare la suite et chacun, sous réserve de spécificité pour certains postes, notamment les postes d'accueil, chacun pourra télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine. Ce sont des conditions de travail qui sont malgré tout agréables et qui donnent de la liberté d'organisation. Quoi valoriser encore? Une implantation territoriale forte de la DGFiP. On est présent, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure, au niveau de la région parisienne sur nos grandes directions, notamment les grandes directions de contrôle, mais pas seulement. On est présent également en province dans tous les départements. Sur le Maine-et-Loire, on est présent, on a 5 implantations hein, qui vont être pérennisées sur la durée. Ce que je peux vous dire également, ce sont des opportunités de carrière. On entre comme contrôleur ou inspecteur, et puis ensuite il y a des concours internes, des possibilités d'évoluer après des sélections pour devenir encadrant intermédiaire ou pour évoluer vers des postes de direction. Donc c'est une carrière qui se construit au fil des années, mais les opportunités existent et c'est une administration qui permet cette évolution, qui fait vivre ce qu'on appelle l'ascenseur social. Donc il y a de véritables perspectives
qui sont intéressantes. Il faut s'en donner les moyens, se donner du mal, bien sûr, mais les perspectives existent. Et puis, dernière chose peut-être, pour ceux d'entre vous qui peuvent avoir le souhait d'évoluer dans un univers encadré, sachez que les administrations permettent ça. Tout le monde, je le sais, n'a pas le souhait d'aller vers des professions libérales, heureusement d'ailleurs. Certains l'ont et il faut bien sûr des appétences, des goûts différents, des profils différents, mais ceux qui souhaitent évoluer au sein d'un univers encadré, avec malgré tout des marges d'organisation personnelle, une relative autonomie de fonctionnement à l'intérieur de ce cadre, eh bien, vous trouverez au sein de la DGFiP des perspectives, des possibilités d'exercer des métiers qui répondent à ces conditions-là. J'ai évoqué assez régulièrement dans mon intervention le métier de vérificateur. Le vérificateur, il a 13, 14 dossiers à contrôler par an. Il ne décide pas de l'attribution des dossiers, mais une fois que les dossiers sont attribués, une fois qu'il les a engagés, il a sa propre liberté d'organisation. Bien sûr, il rend des comptes à son chef de service. Bien sûr, il vient discuter avec son chef de service, avec l'encadrement des suites à donner au dossier, mais il le pilote de manière malgré tout assez autonome, avec une grande liberté, là encore, quotidienne. Il n'a aucune obligation de présence au bureau. Ce qu'on lui demande, c'est de mener à bien son programme. Donc, il y a une certaine autonomie malgré tout de fonctionnement qui ne se devine pas forcément de l'extérieur quand on ne travaille pas au sein de l'administration, mais qui est importante et moi que je tiens à valoriser parmi les atouts des métiers qu'on propose au sein de la DGFiP. Voilà ce que je voulais dire, faire partager comme élément sur le métier d'inspecteur des finances. Merci, Monsieur Guérineau. Merci beaucoup pour votre présentation. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole tout de suite à Madame Pradel. Et comme ça, ce qu'on pourra faire, c'est garder un temps d'échange pour les étudiants, si d'aventure ils ont des questions à vous poser, quand même votre exposé était très complet, en tout cas sur les différents aspects des finances publiques et des professions au sein des finances publiques. Donc, je vous remercie. Madame Pradel, vous avez la parole. N'oubliez pas d'allumer votre micro. Merci de me donner la parole. Bonsoir à tous. Je souhaite maintenant peut-être oser de nous décentrer un petit peu et vous parler de randonnée et essayer de vous imaginer comme des randonneurs. Je crois que quand j'essaie de regarder ce que peuvent être un peu plus de 20 ans de service public, ce qui sont mon cas, je me dis qu'il y a 30 ans, et ça me trouble un peu, j'étais à votre place. Et j'ai l'honnêteté intellectuelle de me dire qu'aucun des métiers que j'ai et des fonctions, des missions qui m'ont été confiées ces 20 dernières années, aucune, je n'en connaissais ni l'existence, ni même j'aurais pensé pouvoir un jour les exercer. Donc, c'est pour vous dire que si vous êtes encore à ce stade de vos études de droit, encore un petit peu en vision un peu floue, myope de l'avenir des juristes, pas de problème, parce que ce qui compte, c'est d'être un randonneur. Aujourd'hui, vous êtes en train de remplir votre sac à dos de savoir et vous apprenez à apprendre. Et ça, c'est quand même le plus important. Et quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis que la seule chose qui m'a été utile, c'est de profiter d'un parcours de juriste accompli, c'est-à-dire que, comme les deux prédécesseurs ce soir, j'ai suivi un parcours relativement classique, si ce n'est qu'en parallèle, je reconnais, j'ai fait Sciences Po. Donc, c'est assez utile quand même pour passer les concours administratifs. Mais majoritairement, j'ai, comme évidemment, eu égard à nos âges, les diplômes ne s'appelaient pas encore master, donc j'ai suivi plutôt assez vite la voie du droit public. Je me suis assez passionnée par les petites histoires qu'il y avait derrière la variété du contentieux de droit public. Et j'ai compris le rapport et l'intimité qu'il y avait entre le droit public et la vie publique. C'est ça c'est très concret. Le droit public, vous l'avez dans votre abribus, comme vous l'avez à la DGFiP. Donc, c'est ça qui est intéressant. Si aujourd'hui, vous avez des doutes sur le droit public, c'est pas uniquement devenir conseiller de tribunal administratif, ça peut être un très très bon pari pour préparer surtout les concours administratifs. Donc mon parcours de publiciste, il était assez accompli. J'ai fait bac +5 comme les précédents intervenants.
Et c'est surtout pas ça qui m'a permis de rentrer dans la fonction publique. Ce qui m'a permis de rentrer dans la fonction publique, c'est d'avoir mon sac à dos de savoir suffisamment plein et de ne pas avoir peur de prendre différents itinéraires tout en ayant la modestie de me dire que je ne savais pas forcément vers quel paysage j'allais. C'est-à-dire qu'il faut se projeter dans l'idée que les concours administratifs, c'est encore une valeur moderne, c'est un mode de recrutement moderne qui a comme vertu que de mettre devant une copie une forme d'égalité et ensuite à un oral de devoir convaincre qu'on a des capacités personnelles, des capacités à s'engager. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'il ne faut absolument pas concevoir l'idée qu'on n'est jamais assez bien préparé. On n'est jamais assez bien préparé si on n'a pas décidé qu'on avait envie de s'engager et qu'on n'avait pas, tant qu'on n'a pas compris à quoi ça sert de rejoindre le secteur public, on n'est pas bon à l'oral. Mais dès qu'on sait de quoi on veut parler, c'est-à-dire tout simplement, je veux être utile. Dans les périodes aussi troublées que celles qu'on vit, on se demande toujours qu'est-ce que ça veut dire être utile. Aujourd'hui, moi, je vous propose de faire un petit 360 autour des missions que j'ai exercées et vous allez voir que c'était très varié et pour le moins inattendu. Quand est venu pour moi le moment de passer les concours administratifs, je dois avouer que c'était déjà un changement d'itinéraire, puisque je m'étais plutôt mis dans l'idée de passer la grecque de droit public et voyant que c'était un petit peu trop loin et peut-être plus difficile d'accès que je ne l'avais imaginé, j'ai passé tout, j'ai pris, c'était encore à l'époque où on remplissait de manière papier les concours administratifs, j'ai un peu passé tous les concours administratifs. Alors, contrairement à ce que M. Guérineau a expliqué, moi, je pense qu'en première approche, il faut s'exercer à passer uniquement les concours A et A+. Alors, je m'explique, ça veut dire les concours que l'on passe quand on a un bac +3. Si vous vous intéressez aux concours administratifs, vous allez vite comprendre que les grands concours sont ceux des instituts régionaux d'administration et les concours ministériels, si on parle de ce qui nous occupe aujourd'hui, fiscalité et finances publiques, ça va être les concours d'inspecteurs des finances publiques. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai passé parmi les concours que j'ai passés, j'ai passé à l'époque, il y avait encore deux concours, le concours d'inspecteur des impôts et le concours d'inspecteur du Trésor, c'est-à-dire celui du Trésor public. Ce mot n'a pas disparu même quand on a créé la Direction générale des finances publiques. Donc, je suis devenue inspecteur du Trésor, ou tout du moins, je suis devenue stagiaire élève. Et c'est ça qui est essentiel, c'est de se dire qu'on est préparé à rien pendant les études, si ce n'est à apprendre. Donc, une fois que vous êtes lauréat du concours, vous allez pendant 1 an vous former aux différents métiers que aujourd'hui la Direction générale des finances publiques propose. Je n'y reviens pas puisque M. Guérineau en a longuement parlé. Pour ma part, c'était au tournant du siècle, comme on dit, et j'ai eu la chance de voir apparaître vers la fin de la scolarité les différents postes que l'on peut occuper qui ne sont pas des postes dits dans le réseau, c'est-à-dire, comme ça vous a été expliqué, en région, au contact des usagers, mais des postes, un peu des postes de mission qui sont à exercer sur Paris au ministère des Finances lui-même. Et je trouvais que c'était au moment où on allait mettre en place l'administration fiscale électronique, ce que vous connaissez bien maintenant, on connaît ça depuis presque 20 ans, hein, impôts.gouv.fr et tous les services associés. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre ce qui s'appelait à l'époque encore un service à compétence nationale. C'est une forme organique pour relier des collaborateurs de différentes directions pour produire ce projet. Alors, vous imaginez, j'étais juriste. Je n'avais jamais vu un PowerPoint de ma vie, parce qu'il faut quand même se rendre compte que le PowerPoint, c'est plus à la mode maintenant que ça ne l'était pendant nos études. Et du jour au lendemain, accompagné de cabinets extérieurs, on s'est mis à dessiner, entre guillemets, ce qui était il y a 20 ans, le monde d'après, et de participer à inventer le service public numérique. Aucun collègue, même les plus expérimentés, n'était, entre guillemets, programmé pour le faire. Il y avait bien sûr des informaticiens, mais on était tous et avant tout en train de vivre une aventure administrative. Et d'ailleurs, c'est le mot qui a été employé par le premier directeur de service qui accueillait les personnes qui recrutaient. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que ce qu'on a attendu de nous quand on nous a recrutés, c'était pas qu'on était plus compétents que d'autres, c'était de se demander qui est dans l'ouverture d'esprit,
le bon sens, le sens pratique, la capacité à se mettre dans la compréhension de l'usager. Et c'était certainement pas les meilleurs techniciens et certainement pas les plus grands fiscalistes ou les plus grands experts de la promotion qui ont été recrutés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez la fonction publique, elle mixe des conditions de recrutement sur niveau de compétences qui sont testées. Donc, vous passez un concours administratif, c'est compétitif. Il faut beaucoup le préparer, il faut comprendre les codes, mais une fois que vous avez sauté cette première barre, vous allez évoluer dans un milieu où on va rechercher votre individualité, votre capacité à apporter quelque chose de plus vous-même. Et ça, c'est quand même assez majeur. Donc, cette première expérience, elle a duré plusieurs années, je dirais 5 ans, et ça m'a donné évidemment l'envie d'en voir un petit peu plus. Et un petit peu plus, ça a signifié pour moi faire le choix de la progression interne. Et c'est ça qui est vraiment un cadeau, et j'emploie de nouveau le terme d'ascenseur social qui a été utilisé, qui permet de faire reconnaître par des processus de sélection interne et de nouveau de concours interne, l'ambition et la valeur que chacun et chacune veulent donner à son parcours. Donc là, la randonnée, de nouveau, on renfile le sac à dos et on se décide à faire une randonnée très difficile, pas facile du tout, c'est-à-dire passer le concours au concours de l'ENA. C'est-à-dire c'est un concours entre fonctionnaires qui sont sélectionnés pour être détachés pendant 1 an, payés pendant 1 an, pour passer le concours de l'ENA. Le seul engagement qu'on vous demande, c'est qu'au bout de la dizaine de mois que vous avez consacré à votre préparation pour lesquels on vous a rémunéré et détaché de service, vous allez passer le concours de l'ENA. Passer le concours de l'ENA, à ce stade-là, ça veut dire, il faut être très, très détendu sur le sujet, ça veut dire tous ceux qui ont décidé de se dire qu'ils pouvaient être utiles un peu plus haut dans les fonctions d'encadrement, dans les fonctions de direction, dans les fonctions de responsabilité plus élevées. Et là, la capacité à réussir le concours, en toute honnêteté, elle n'efface pas totalement, bien évidemment, le niveau et le bagage qui avait été acquis dans les formations initiales, mais ce qu'on va mesurer, notamment dans les épreuves orales, ça va être une vraie capacité de projection professionnelle qui ne récompense pas forcément ceux qui avaient été les meilleurs à l'université ou les meilleurs dans les plus grandes écoles préalablement à leur parcours de jeunes fonctionnaires, en général cadre A. Donc, c'est là que reviennent ces notions que peut-être les gens que vous évoquent, la notion de A, les concours qu'on en passe A+. Alors moi, je vais parler de l'ENA, mais dans ces cas-là, je dirais que les réorientations et les changements d'itinéraire pour aller voir d'autres paysages, hein, toujours dans la métaphore de la randonnée, sont assez variés. Parce que, par exemple, moi, dans mon année de prépa, vous avez tous les corps de fonctionnaires qui viennent préparer, c'est-à-dire que vous avez aussi bien des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires de l'administration territoriale et des fonctionnaires de la santé publique qui viennent préparer. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez avoir des élèves de l'ENA qui sont des anciens fonctionnaires de l'État, des anciens fonctionnaires territoriaux, des anciens fonctionnaires hospitaliers, voire, et comme vous le savez, il y a maintenant désormais 4 concours. Vous avez des externes qui sont des petits étudiants, des 3e concours qui ont en moins de 10 ans de vie professionnelle en dehors de la fonction publique, et un 4e concours très, très récent de docteurs. Il y a même un 2e concours interne, si vous allez sur le site de l'ENA, ena.fr, qui se met en place pour permettre la promotion dite des talents, c'est-à-dire une forme de marche de concours offert à ceux qui ont des parcours de formation intégrés, disons, pour aider à les passer à l'étrier. Donc, une fois que j'ai fait ma scolarité à l'ENA, là, j'ai pu profiter c'était l'ancienne scolarité, c'est 27 mois. Et de nouveau, c'est de la formation continue dans, comme diraient les anglo-saxons, c'est learning by doing. Et c'est ça qui est quand même formidable dans la fonction publique, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur de ne pas savoir, parce qu'on travaille vraiment en équipe, on travaille avec des expertises et des niveaux de vue très différents, ce qui fait que, comme j'ai coutume de dire, on n'est jamais aussi bon
que le jour de son pot de départ. Et comme mon prédécesseur l'a dit, on change très régulièrement de poste et c'est ça qui enrichit d'ailleurs nos compétences personnelles et nos compétences professionnelles. Donc, j'ai fait évidemment la scolarité classique et j'ai choisi de rejoindre à la sortie de l'ENA les juridictions financières. Alors, je pense que c'est le parent pauvre de la connaissance universitaire, c'est-à-dire que dans on embrasse la fac en droit, je crois qu'on met beaucoup l'accent sur la justice avec peut-être une connaissance prioritaire de ce qui est peut-être le plus médiatique, le plus presque cinématographique. Je crois que notre premier intervenant a fait une boutade sur l'avocat pénaliste, et donc on s'imagine en réversant en miroir tout ce que peut vivre le juge judiciaire pénal. Et on oublie souvent de parler de la justice administrative, tribunal administratif que vous devez peut-être connaître, et jusqu'au Conseil d'État. Et on oublie évidemment de parler des juridictions financières. Et parfois même dans la presse, il y a encore des mélanges de termes entre les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes. Et les pauvres chambres régionales des comptes se font parfois appeler Cour régionale des comptes. Je crois que si on devait résumer ce que sont les juridictions financières, ça n'est peut-être pas tant un tribunal qu'un soutien à la compréhension des finances publiques et au bon emploi des finances publiques. On va avoir un métier très simple, pratiquement, on va avoir, je dirais, une très grande partie de nos activités qui ne nécessiteront pas d'être experts en comptabilité, qui ne nécessiteront pas d'être experts en connaissances très pointues de matière, disons, de matière fiscale ou de matière financière. Parce que pour autant, un magistrat qui va aller faire le contrôle externe des collectivités locales, il contrôle la vie quotidienne. Quand on va, par exemple, un magistrat de chambre régionale des comptes qui va contrôler une commune, il va peut-être, par exemple, contrôler le bon fonctionnement du système périscolaire, il va contrôler le fonctionnement de la cantine, il va contrôler le système de la régie des eaux. Donc, on est vraiment, et c'est ça qui est passionnant, on est au contact de la vie tout à fait quotidienne. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que mon parcours personnel, c'est d'avoir été conseiller de CRC, aujourd'hui conseiller référendaire à la Cour des comptes, parce que je suis magistrat du corps et que je suis passée par l'ENA. Mais il y a une très grande facilité à venir rejoindre ces métiers des juridictions financières sans être magistrat. On peut, quand on est fonctionnaire de cadreur, par exemple, vous êtes inspecteur des finances publiques, vous êtes attaché à ces journées d'études qui, évidemment, vous êtes attaché de préfecture, vous avez déjà une petite expérience professionnelle, vous pouvez venir candidater à des fonctions de personnel de contrôle et venir en appui des magistrats. Et sachez-le, sont aujourd'hui des développements de carrière qui sont tout à fait intéressants, parce que ça permet aussi d'élargir la connaissance de la vie publique, de ne jamais s'ennuyer, parce que vous faites à chaque contrôle, c'est un petit peu comme si vous preniez un nouveau poste. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai été affectée à la 3e chambre qui a en charge l'éducation nationale, la culture, le sport, la vie associative. L'année dernière, j'étais pas forcément en compétence sur les enjeux de vie associative. Pour autant, on m'a confié un contrôle sur la vie associative. J'ai pu à la fois monter en compétence au fil de mes enquêtes. Et qu'est-ce que mon enquête? C'est d'aller à la rencontre de ceux qui peuvent me former, aller voir des universitaires qui vont expliquer, exposer. Ensuite, poser les questions à l'administration en charge de la vie associative et d'essayer d'évaluer si les enjeux, les objectifs de cette politique publique ont été correctement mis en œuvre. Et pour cela, on n'est jamais seul. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'on a des valeurs professionnelles qui sont l'indépendance, l'impartialité, la contradiction et la collégialité. Dit comme ça, c'est un peu des mots-clés.
La contradiction, par exemple, ça veut dire que celui à qui on fait des observations ou des recommandations, où on constate, on se dit tel élément dysfonctionne ou tel élément pourrait être amélioré, il a la possibilité de répondre. Ce qui fait que les rapports que vous voyez sur le site de la Cour des comptes, qu'ils soient des rapports de Chambre régionale des comptes ou des rapports de la Cour des comptes, ont été ce qu'on appelle contredits. C'est-à-dire que ceux à qui on a fait des recommandations ont pu donner leur avis. Et il est d'ailleurs recensé dans le document final. La collégialité, ça veut dire que ce n'est pas moi qui signe mon rapport, mais c'est l'ensemble du délibéré, le collège des magistrats qui a porté la décision. Ce n'est pas une décision individuelle. Donc, je vous engage à vraiment réfléchir sur le fait que quand on a fait du droit, vous avez une chance, c'est que c'est quand même le socle qui vous permet d'assez bien challenger les concours administratifs, parce que vous allez avoir toujours des épreuves où il faut bien rédiger, correctement s'exprimer, avoir une capacité, quand on vous demande de parler en très peu de mots ou en parler plus longuement, d'adapter votre discours. Et il n'y a pas de raison, si vous avez compris que vous voulez juste être utile, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et la promotion interne, si vous avez raté le concours qui vous intéressait à la première marche, c'est rattrapé. Et je voudrais juste terminer en vous parlant du poste que j'ai occupé entre ces deux postes de conseiller de Chambre régionale des comptes et actuellement de conseiller référendaire. J'ai été directeur général adjoint du département du Nord, de la collectivité, la strate de collectivité, donc à Lille. Et là, j'ai rejoint, donc j'ai fait ce qu'on appelle une mobilité. C'est une manière de dire que j'ai été détachée de mon corps d'origine pour être de nouveau mis en position normale, c'est des mots de la fonction publique, en position normale d'activité, comme directeur général adjoint. Et en tant que directeur général adjoint, ça veut dire que j'ai accédé à des fonctions d'encadrement dirigeant dans une collectivité de 11 000 collaborateurs. Je peux vous dire de manière très simple, lorsque le chasseur de tête m'a fait passer mon premier entretien, la première chose que j'ai osé lui dire, j'ai dit, écoutez, je ne me déplace pas à Lille pour dire que je n'ai jamais encadré 11 000 personnes. Et c'est ça qui est tout le sel de l'affaire, c'est que vous pouvez passer de mes fonctions précédentes ou de mes fonctions actuelles où je n'encadre que quelques personnes, que quelques collaborateurs en appui au contrôle, à des phases où je peux avoir eu jusqu'à encadrer 11 000 personnes. Et ça n'est pas, c'est cette variété des missions qui aujourd'hui fait toute la richesse d'un parcours de randonneur dans la fonction publique, qui n'est jamais terminé, qui n'est jamais écrit, et on peut changer d'itinéraire très, très, très facilement. J'avais mis un minuteur, il sonne, et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je vais laisser peut-être la parole aux étudiants maintenant, parce qu'on a un peu de temps devant nous. Si jamais certains d'entre vous voulaient prendre la parole et poser des questions à nos interlocuteurs, c'est le moment. Alors, on n'a pas de chat malheureusement, mais on vous a laissé la faculté d'ouvrir vos micros et de poser des questions si certains d'entre vous souhaitaient des précisions sur les missions de nos intervenants. Alors, avant de vous décider, moi j'ai peut-être une première question mais qui est globale, hein, qui vous concerne tous. Vous avez parlé justement des compétences sur vos différents postes et j'aurais aimé connaître, surtout sur la fiscalité et les finances, les lois de finances changent souvent, la réglementation fiscale change énormément et j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous maintenez justement sur la formation, à la pointe de la réglementation. Est-ce que ça passe effectivement par des formations externes ou justement prendre la loi, lire la loi ou de façon autonome ou c'est plutôt externalisé? Alors, peut-être Maître Granger, on va commencer par vous. Moi, j'ai trouvé une petite astuce. C'est depuis pas mal d'années, je fais la présentation de la loi de finances à un cabinet d'expertise comptable. Ils sont à peu près 200. Donc, ça m'oblige à apprendre l'intégralité de la loi de finances pour faire la présentation. Donc, c'est cette présentation que je fais qui m'oblige à apprendre et à comprendre la loi de finances
Avant, je participais aussi à la rédaction de fiches synthétiques pour les déclarations. Donc, j'étais même dans les débats parlementaires à lire, etc. Bon, voilà. Il est évident que, alors, la loi de finances change. Il faut quand même reconnaître que depuis, on va dire, 5 ans, maintenant, c'est des touches très particulières. On a eu un changement important au début du quinquennat avec la flat tax, etc. Mais maintenant, lorsqu'on regarde, c'est quand même des éléments très précis. C'est plus des très grandes réformes, on va changer les barèmes, etc. Et il y a des choses vraiment très 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 compliquées. Lorsqu'on regarde la clause nexus des charges financières européennes, j'ai essayé de lire, franchement, je me dis, j'ai pas un client qui va être concerné, je regarde pas. Il faut faire le tri parce que on a tous les ans la mise à jour des taxes sur les huiles alimentaires, c'est passionnant, mais ça ne nous concerne pas très clairement. Mais donc, oui, tous les ans, début janvier, on a notre documentation qui arrive et on regarde ce qui va potentiellement plus nous concerner. Et surtout, c'est tout le temps peut-être pas apprendre par cœur, mais avoir dans un coin de sa tête une alerte en disant ça me parle de quelque chose et le cas échéant, je pourrais refaire cette vérification. C'est avoir des alertes dans la tête, c'est ça qui est important. Merci, Maître Granger. Peut-être, Monsieur Guérino, comment ça se passe au sein de la DGFiP, justement, pour cette actualisation et peut-être ce droit à l'erreur qu'ont les contribuables? Alors, sur l'actualisation des connaissances, en fait, on a un dispositif de formation continue qui fonctionne bien, qui est rodé désormais, avec des sessions de formation qui sont prévues dès qu'il y a de nouveaux dispositifs. Et puis pour le reste, un accompagnement par le biais de réunions d'information, tout simplement. Hein. Ça commence par là souvent, mais qui sont différenciées en fonction des publics, en fonction des missions qui sont exercées par les uns et les autres. Le besoin d'information et de formation et de connaissance de la législation n'est pas du tout le même. Donc ce sont des actions ciblées d'information, de formation destinées au bon public. C'est comme ça que ça marche. Par exemple, pour la campagne hier, il y a des sessions de formation qui sont en cours. On essaie de contourner d'ailleurs le dispositif. On est beaucoup dans le même dispositif qu'aujourd'hui, hein, parce que le présentiel n'est plus possible, mais il y a beaucoup de formations, de sessions de formation qui ont été organisées, qui sont organisées encore et qui vont permettre aux agents de recevoir les usagers dans de bonnes conditions. Après, le droit à l'erreur des usagers, bah oui, il existe. Hein, on va vers la rectification des erreurs qui ont été commises, comme je le disais tout à l'heure, hein, de manière la plus transparente possible pour l'usager ou la moins douloureuse possible. Hein, c'est ça l'objectif. La connaissance des usagers de la fiscalité, elle est compliquée par contre à permettre. Hein, c'est difficile d'aller porter cette connaissance-là vers l'extérieur. Chacun peut se renseigner dans la mesure de ses moyens, des connaissances qu'il a déjà. En tout cas, nos agents, nos équipes sont à disposition dans le cadre des dispositifs d'accueil qui sont mis en place pour la campagne hier, aussi bien en présentiel cette fois-ci, sur rendez-vous beaucoup, hein, que par téléphone, par Internet. Les agents sont vraiment à disposition des usagers pour apporter le meilleur renseignement possible et puis permettre que la campagne hier, parler de ce dispositif-là, se passe dans les meilleures conditions possibles, avec le moins d'erreurs possibles provoquées. C'est ça l'objectif. Voilà. Bon, c'est un dispositif qu'on connaît, qu'on reconduit chaque année. Normalement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Merci beaucoup. Madame Pradet, comment ça se matérialise la formation continue? Oui, alors la Cour des comptes, la Cour des comptes, c'est un processus très voisin de ce qui vient d'être exposé. Il y a en permanence en fait une fonction d'appui métier. D'ailleurs, ça prend le nom interne. C'est un énorme service qui est nommé le Centre Appui Métier, qui a pour vocation d'entretenir à la fois la formation continue et de délivrer toute la formation ponctuelle liée au calendrier de thèmes juridiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut noter que parfois, ce sont aussi et souvent des praticiens des finances publiques ou des praticiens ministériels qui ont été à la manœuvre dans leurs anciennes fonctions, qui aujourd'hui, faisant une mobilité au sein de la Cour des comptes, sont appelés en fait, à participer
à concevoir ces journées d'études qui, évidemment, compte tenu du contexte sanitaire et du fait qu'on ait un système, un réseau, c'est toujours par visio. Ça permet à la fois d'avoir soit de le regarder en direct, soit de le regarder en différé. Et ce qui est très riche, c'est de se dire que chacun, il y a quelque chose de très Lévi-Strauss, c'est de se dire chacun, on est un peu dans le potlatch, on a des choses à apporter, des choses à prendre. Donc, un des éléments majeurs aussi et qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on fait énormément de retours d'expérience. C'est-à-dire qu'on produit, en plus de ces rapports, on produit du sens et des petites prestations vidéo à destination de nos collègues. Donc, c'est un cycle d'alimentation en plus de formation externe aussi, par exemple, quand il y a des novations importantes ou des choses qui demandent sur lesquelles on demande un accompagnement. Par exemple, moi, pour connaître la comptabilité et l'analyse financière des associations, j'ai bénéficié d'une formation délivrée par un expert de formation pour les associations. Donc, c'est un panaché où d'ailleurs on vous demande beaucoup de participer. Je trouve que c'est très riche parce que reprendre la parole sur ce qu'on a produit et sur les compétences qu'on peut, le transfert de savoir, c'est aussi une manière de les valoriser et de les solidifier. Merci beaucoup. Est-ce que les étudiants, vous avez des questions? Oui, bonsoir à vous. Ma question était pour Maître Granger. Je souhaite potentiellement devenir avocat fiscaliste après mes études. Pour l'instant, je suis en 3e année de licence. Ma question serait, qu'est-ce que vous conseillerez en orientation de master, notamment de master 2 parce que, est-ce qu'un master en droit fiscal est-il obligatoire par rapport à un master en droit des affaires, sachant que toutes les universités ne font pas de master en droit fiscal? Et souvent, c'est très très rare. Et que pensez-vous du DJCE? Car j'ai entendu que c'était très valorisé au sein des cabinets de droit fiscal. Alors, j'ai fait le cursus du DJCE, donc je vais dire qu'il y a un effet corporatiste, c'est évident, parce que on sait que c'est un diplôme avec une forte valeur ajoutée. Le collaborateur que j'ai embauché a fait aussi des DJCE. Donc oui, le DJCE, c'est des profils qui sont très recherchés, ça très clairement. J'en ai pas entendu un qui a mis beaucoup de temps à trouver une activité. Ensuite, il y a aussi les diplômes en Bourgogne en fiscalité qui sont assez renommés. Voilà, donc moi je dirais en un, effectivement, c'est DGCE, mais j'ai peut-être un peu une déformation. Et après, un cursus à la fois à faire et avec des options importantes en fiscalité, ça c'est aussi très important. Très bien, je vous remercie. Merci. Alors, moi, j'aurais peut-être une question qui pourrait intéresser justement les étudiants. On en avait déjà parlé lundi avec Maître Granger et Mme Pradel. C'est sur les questions des passerelles. Maître Granger, vous allez bientôt être bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Angers. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous parler des passerelles qu'il y aurait pour les personnes justement en poste dans les finances publiques, et est-ce qu'elles peuvent, par le biais de passerelles, changer d'orientation et venir vers les professions libérales? Alors, il y a plusieurs possibilités. Une passerelle qui existe, c'est notamment pour les juristes. Si vous avez été juriste, vous pouvez faire démonstration juriste dans les entreprises pendant 8 ans. Vous avez après une équivalence et la possibilité de devenir, on va dire, assez facilement avocat. Ensuite, il y a d'autres professions, par exemple, on sait que lorsqu'on a été député, il y a des facilités aussi pour entrer à l'école d'avocat, etc. Donc, il peut exister après des passerelles. Dans le monde de l'avocature, effectivement, et des avocats fiscalistes, il y a un nombre assez important aussi d'anciens inspecteurs des impôts. Alors, je crois que maintenant, c'est un peu plus difficile
le transfert, parce qu'il y a notamment des interdictions de plaider contre l'administration fiscale qui ont été allongées, je crois. C'est vrai qu'il y a eu, je dirais pas un mouvement ou une mode, mais avec des publics un peu plus âgés, il y en avait plus. Maintenant, je le constate moins de confrères qui viendraient directement de la finance publique. Alors après, la raison, ça va sûrement être dans la déontologie, dans les règles propres à l'administration fiscale qui fait que c'est plus difficile. D'accord. Et à contrario, Monsieur Guérino, est-ce que vous intégrez hors concours dans l'administration, dans les Alors après, la raison, avocats qui ont été fiscalistes et qui souhaiteraient intégrer justement l'administration, ou faut-il nécessairement passer les concours? Alors moi, j'ai pas connaissance de cas direct tel que celui-là. Par contre, c'est vrai qu'on va de plus en plus vers un recours au contractuel, vers une ouverture également des postes de la fonction publique, plutôt des postes de haut niveau en réalité, qui vont être ouverts à l'extérieur et à des recrutements qui ne seraient pas nécessairement des recrutements au sein de la fonction publique. On va vers ça, il y a une évolution dans le cadre de la loi de transformation des recrutements au sein de la fonction publique. C'est une évolution qui est en cours là aussi, qui permettra, je pense, à terme, de répondre aux cas de figure que vous évoquez et d'intégrer des professions libérales qu'ils souhaiteraient dans notre administration. C'est des choses qui doivent pouvoir exister peu à peu. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'avait pas de cas similaire à celui-là. Pour répondre à ce que disait Maître Granger, je pense qu'il y a aussi autre chose. Effectivement, comme il le disait, il y a eu une vague d'inspecteurs à l'époque, des impôts qui ont basculé du côté du métier d'avocat. Je pense que c'est aussi un métier difficile malgré tout, avec l'engagement, des heures de travail à réaliser, etc. Il y a eu un retour qui s'est fait au sein de la fonction publique, et peut-être que désormais les inspecteurs des finances publiques sont moins tentés qu'ils ont pu l'être à une époque de baby boomers. Enfin, avec peut-être des conditions financières qui souvent n'étaient pas dans le cadre d'un dispositif de fonctionnement comme associé, mais plus de salariat qui n'intéresse plus forcément tellement. Pour autant, il y a quelques cas encore quand même. Il y a encore quelques cas. Ça existe. Merci beaucoup. Peut-être pour finir, j'aurais une question pour Madame Pradel. Justement, on parlait hier des opportunités qui vont naître du fait des baby boomers et de la place qu'il va y avoir pour les catégories A et A' au sein de l'administration. Est-ce que vous pensez que ces postes, en tout cas à haute responsabilité au sein de l'administration, vont être pourvus nécessairement par le biais de l'ENA ou des concours administratifs, où il y a vraiment des opportunités pour les concours internes et pour progresser plus vite au sein des catégories A et A' au sein de l'administration? Alors, je pense qu'on vit une époque qui est assez paradoxale, puisqu'il va y avoir à la fois une forme de réduction de postes dits de débouchés pour certains corps qui vont plutôt aller en s'atrophiant. Et on va avoir plutôt trop de baby boomers. Enfin, c'est plus tellement des baby boomers, mais disons des gens qui ont passé 55 ans, et on va avoir peut-être du mal à trouver autant de postes d'encadrement parce qu'on a aussi modernisé les fonctions d'encadrement. L'informatisation a fait qu'il y a beaucoup de tâches qui ne nécessitent peut-être pas autant de faire du management qui était d'une certaine manière un management d'industrie. Mais il y a aussi, ce qui vient d'être évoqué, la loi de transformation de la fonction publique qui va chercher à ce que le recrutement public soit le plus adapté aux missions poursuivies, et donc ouvrir le mieux possible les offres d'emploi. Et c'est déjà le cas sur Place Emploi, qui est le site Place Emploi Public, qui est le site de référence sur lequel les employeurs publics publient leurs offres d'emploi. Vous allez avoir à tous les niveaux hiérarchiques, aussi bien nécessairement par le biais dans des postes plus modestes, le recours à des gens qui n'ont pas un parcours de fonctionnaire. Et inversement, la possibilité de laisser à des talents de la fonction publique d'aller passer quelques années à l'extérieur de la fonction publique, soit dans une autre des fonctions publiques, soit carrément dans une entreprise, ou même de créer leur propre entreprise. Donc cette porosité et la non-linéarité des parcours et une plus grande amplitude dans la fonction de recrutement, c'est vraiment le ton qui est donné. Et les opportunités pour les gens qui auraient envie de rentrer avec déjà
un gros bagage d'expertise et de le valoriser va être beaucoup plus intéressant qu'elle n'a pu l'être autrefois. Je m'explique. Souvent, moi, j'ai eu beaucoup de collègues qui étaient avocats, mais qui finissaient par le dire après qu'ils aient repris le train en bas de pied de corps, c'est-à-dire en ayant passé le concours, après avoir passé 5-10 ans d'avocat, de ne plus s'y retrouver peut-être pour ce que Maître Granger a dit, par exemple, ne pas forcément se reconnaître dans la gestion d'entreprise, pas forcément gérer la matière du droit, mais gérer une entreprise. Et dans mes précédentes fonctions, ma directrice des affaires juridiques que j'ai recrutée, avant que d'être attachée, elle avait passé le concours. Elle avait d'abord été avocat, ensuite elle avait pris un premier poste en territorial comme contractuelle de service public, et ensuite elle avait passé le concours. Mais là, c'était encore une période où on ne valorisait pas l'expérience et l'expertise. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de transformer. C'est une très belle période pour se dire que quand on se lance dans un premier débouché après l'université, on pourra changer d'itinéraire. Et ça, tant qu'on a vraiment quelque chose à dire, quelque chose à proposer, il n'y a pas de raison. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie.